Moi pas besoin berger, moi pas mouton, moi c'est du fait, moi c'est soleil, moi c'est vent, moi c'est éclairs qui j'en pour faire gagner moi, depuis 21 ans ça chômage j'en la game moi c'est du fait, moi c'est soleil, moi c'est vent. Bonsoir tout le monde. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro du podcast À l'assaut de Neges Marron. Aujourd'hui, je me retrouve au Sénégal où j'ai eu l'honneur d'être invitée à l'Université féministe d'été de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, une initiative de Jigen Sénégal et du collectif des féministes du Sénégal. L'université s'est tenue du 1er au 3 août à Saly, au Sénégal, et ça s'est tenu sur le thème, attends, je vous lis ça très rapidement, ça s'est tenu sur le thème capitaliser nos connaissances et pratiques féministes et croiser nos dynamiques d'action collective intersectionnelle. Vraiment 3 journées extraordinaires qui a réuni plus de 150 féministes venant de différents pays d'Afrique, mais aussi de pays comme Haïti, donc moi. Voilà, donc 3 journées extraordinaires pour moi d'être avec ces femmes qui voilà, qui luttent, qui se battent, qui co-créent ensemble au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Et je me trouve avec l'une d'entre elles qui a tout organisé. Hein. Je vous la présente tout à l'heure. Elle est là avec moi, elle sera l'invitée aujourd'hui. Mais en attendant, je vous invite à regarder quelques images de cette initiative pour avoir une idée un petit peu de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons créé, de ce que nous avons construit ensemble pendant ces 3 journées. Et puis juste après, je vous invite à rencontrer la femme extraordinaire qui va converser avec moi aujourd'hui pour ce podcast. Donc à tout à l'heure. Voilà. Donc, quelques images de l'Université féministe d'été de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Moi, j'ai été ravie d'être sur le panel du colloque d'ouverture où j'ai eu l'honneur d'être avec des femmes qui ont parlé de leur parcours, qui ont parlé de leur vision du féminisme et leur vision du monde aussi, avec vraiment plus d'une centaine d'autres femmes qui étaient présentes à cette université. Mais j'ai aussi eu beaucoup de plaisir à modérer un autre panel sur les sexualités et intersectionnalités et vraiment créer un espace sécurisé où les femmes peuvent parler de leurs expériences, de leurs attentes, de leur réalité, de leur vécu, mais où elles arrivent à créer ensemble, voilà, ce monde où elles espèrent jouir de leurs droits de manière intégrale en tant que femme noire, en tant qu'africaine, en tant qu'être humain, voilà, jouir de notre corps, de notre humanité et de nos droits. Voilà, c'est tout. Ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça hein, quand on y réfléchit dans ce monde conservateur, patriarcal, violent pour les femmes. Voilà, vous connaissez la chanson. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me retrouve au Sénégal. Donc occasion idéale aujourd'hui de parler de ce pays, de parler des femmes de ce pays, de parler du mouvement féministe de ce pays et de croiser avec ce que nous vivons en tant que femmes haïtiennes dans le contexte que nous avons en Haïti et dans le contexte qui existe aujourd'hui au Sénégal. J'ai l'honneur de recevoir Nehaïdi Babou, docteureux Nehaïdi Babou, qui est la co-coordonnatrice du réseau des féministes du Sénégal et qui fait un travail extraordinaire ici. Elle a accepté de donner son temps pour discuter de ce que nous vivons
dans nos deux pays, de croiser nos contextes, de croiser nos réalités et nos luttes en tant que féministe du Sénégal et féministe d'Haïti. Donc, je te donne un petit peu le temps de te présenter, de présenter le travail du réseau, mais aussi de parler un petit peu pendant quelques minutes de ce que, voilà. Je sais que tu as été sur l'un des panels, tu as modéré un panel sur la justice reproductive pendant l'université d'été. Donc, un honneur vraiment de converser avec toi pour ce podcast. Merci vraiment de prendre le temps. Et comment vas-tu? Je vais très bien, Pascal. C'est un immense plaisir d'être là aujourd'hui avec toi et de converser sur des enjeux qui nous concernent toutes en tant que femmes et qui finalement traversent les frontières. Donc, comme tu l'as dit, hein, je suis docteur Ndaye Hadi Babou et j'ai adoré quand tu as dit docteur E. Oui, tu sais, on met les points sur les i ici, Oui, tu vois? oui, parce que mine de rien, les gens ont tendance à banaliser cette pseudo-neutralité de la langue française, alors que Absolument. véritablement, elle creuse encore plus les Absolument. inégalités de genre. Et donc, moi, je suis médecin de formation. J'ai continué après, j'ai fait des études en santé internationale, ce qu'on va appeler santé publique plus communément. Et je suis beaucoup intéressée sur tout ce qui est violence gynécologique et obstétricale, c'est-à-dire l'expérience que les femmes ont, qui n'est pas toujours positive, de leur expérience de soins. Et je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est mortalité et décès maternel en Afrique subsaharienne, qui sont parmi les plus élevés au monde. Donc, je suis aussi l'une des coordonnatrices du réseau des féministes du Sénégal. Donc, le réseau des féministes du Sénégal est un réseau qui se veut fédérateur des initiatives féministes individuelles comme collectives au niveau du Sénégal. OK. L'idée, c'est véritablement d'aller vers un mouvement politique commun et de réfléchir de manière stratégique sur le moyen et le long terme sur tout ce qui est initiative, stratégie féministe au Sénégal. Tu comprendras que quand on veut fédérer des féministes, parce Oui. que voilà, on a des caractères. Crois-moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est pas facile. Voilà. Donc, c'est pas toujours facile, mais c'est assez passionnant comme challenge et défi qu'on s'est lancé. Et pour le moment, on tient. OK. Tu as été modératrice sur un panel qui abordait la question de la justice reproductive lors de l'université et tu viens de le dire, tu t'intéresses beaucoup ou bien tu travailles beaucoup sur la question des violences gynécologiques et obstétricales, malheureusement un sujet qui n'est pas assez approfondi en Haïti. Donc ce panel et ce travail, comment ça se passe? Alors, effectivement, lors de l'Université d'été féministe, on a eu à modérer une session où on avait des expertes féministes en genre, des experts en plaidoyer, la coordonnatrice de la Fédération des femmes en situation de handicap de ce panel-là. Donc, tu vois déjà que c'était un panel qui a vraiment essayé l'approche intersectionnelle au maximum. Et donc, l'idée, c'était justement de discuter de la justice reproductive. Quand on parle de justice reproductive en tant que féministe, qu'est-ce qu'on y met et qu'est-ce qu'on n'y met pas? Parce que on est quand même dans des contextes où on a des poids et des pesanteurs socio-culturels qui fait que oui, on va défendre les droits des femmes, mais cela ne nous est permis que jusqu'à une certaine mesure. Après, il faut qu'on se taise, il faut qu'on le dise doucement, ou il faut qu'on en chuchote. Alors qu'il s'agit juste de droits fondamentaux des femmes sur leur corps. Tu liras sur une étude menée par le UNFPA en 2019, si je ne me trompe pas, qui avait été faite dans 50 pays au travers le monde, où on s'était rendu compte que sur 3 caractéristiques essentielles sur la prise de décision sur son corps, on n'avait que 51% des femmes qui avaient cette autonomie-là de décision et de faire des choix en ce qui concerne leur santé sexuelle et santé de la reproduction. Et bien sûr, on a des extrêmes. Et parmi les extrêmes, on avait des pays comme le Sénégal, le Niger et le Mali, où ce chiffre-là a été descendu jusqu'à 7%. C'est-à-dire 7% de femmes qui étaient en capacité de choisir par elles-mêmes. Quand on le dit, c'est presque... En fait, c'est incroyable, en fait. Ouais.
7%. 7%. C'est-à-dire qu'il y avait que 7, et certainement ça va être 7% qui avaient certains privilèges qui ont accédé à l'éducation, voilà. qui ont Toute l'intersectionnalité, il faut voir quelles sont les femmes qui font partie de ces 7%, etc. Et donc, en ce qui concerne la justice reproductive, c'est un peu de se dire, OK, en tant que femme, jusqu'où est-ce que je peux aller en termes de prise de décision sur mon corps, c'est-à-dire l'autonomie corporelle, et qu'est-ce que cela suppose des fois comme choix ou sacrifice. Parce que il y a le des Sénégal, par exemple, qui nous disait la dernière fois que les femmes ont 2 fois plus d'enfants qu'elles ne voudraient. Tu vois, des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas accès à la planification, parce qu'elles ne peuvent pas se faire planifier quand les services sont disponibles. Les questions d'avortement. Sur les questions d'avortement. Et justement, lors de ce panel-là, c'était l'occasion de revenir sur le protocole de Maputo et sur ses différentes déclinaisons. Et comment est-ce que nos pays, comme le Sénégal, par exemple, qui l'a pourtant ratifié, n'arrive pas encore à le mettre en pratique, et quels sont ces défis-là aujourd'hui. Donc c'était hyper intéressant comme on va y revenir d'ailleurs, parce qu'on va précisément parler d'avortement pendant cette discussion. Aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai pensé que c'était important de faire un regard croisé sur nos 2 pays, ce que nous vivons en tant que femmes, citoyennes et féministes, et comment nos contextes, dans leurs différences, mais aussi dans leurs similitudes, arrivent à nous mettre ensemble pour réfléchir, stratégiser et aussi pour lutter. Je donne peut-être une idée rapide de ce que nous vivons, nous, en Haïti aujourd'hui. On a aujourd'hui un nouveau gouvernement de transition depuis quelques mois, mais c'est un pays qui, quand même, n'a pas eu d'élection. L'année prochaine, ça va faire 10 ans. Donc, c'est un gouvernement de transition qui a été installé il y a quelques mois, mais c'est un pays en crise multidimensionnelle depuis des années. Crise politique, comme je l'ai dit, pas d'élection, donc pas d'élus. Des institutions étatiques complètement affaiblies, sinon inexistantes. Une crise sociale, économique aiguë, comme on le sait tous, dans ces contextes de crise économique, l'un des groupes les plus touchés, impactés, vulnérabilisés, ce sont les femmes. Et déjà, les femmes étaient l'un des groupes les plus appauvris. Donc, avec cette crise, on sait comment ça se passe. C'est pas nouveau et c'est pas typiquement haïtien. La crise sociale que je peux dire peut-être l'une de ces, la façon dont elle se manifeste, c'est peut-être le recul des droits. Je veux dire, le recul des droits et des responsabilités que les institutions ont envers les citoyennes et les citoyens. Et déjà dans un pays où les Haïtiennes avaient du mal, devaient se battre au quotidien pour qu'elles puissent avoir accès à ce qui leur est dû. Donc c'est un recul majeur sur tous les droits qu'elles ont en tant que personnes, en tant que citoyennes en Haïti. Et l'aspect de la crise peut-être sur laquelle on s'appuie beaucoup, c'est la question de la crise sécuritaire. Aujourd'hui en Haïti, on a littéralement une capitale qui est à 80% contrôlée par les gangs armés et plus de la moitié du reste du territoire aussi qui est sur le contrôle des gangs. Une nouvelle force internationale menée par le Kenya qui est arrivée il y a quelques mois et qui peine... ok, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, la crise sécuritaire, l'impact sur les femmes, c'est la montée vertigineuse des violences sexuelles où le viol est littéralement utilisé comme une arme de destruction et de guerre contre les femmes. Donc on compte les viols collectifs par milliers. C'est un pays où plus d'1 demi-million de personnes sont déplacées, et majoritairement des femmes et des enfants. Et voilà quoi. Et tout ça, c'est une crise qui dure depuis des années. Et après, voilà, les luttes, les plaidoyers, les actions de la société civile et d'autres actrices et acteurs, on a un nouveau gouvernement de transition après le gouvernement d'Ariel Henry qui nous a plongé un peu plus dans cette crise pendant 3 ans. On a un nouveau gouvernement de transition. Un gouvernement de transition, une transition qui a été portée beaucoup par des organisations féministes comme Néguès Marron et autres, et d'autres organisations de la société civile. Et on se retrouve avec un gouvernement de transition qui n'a aucune, en tout cas, qui ne démontre pas de volonté assez forte d'impliquer comme il se doit les femmes. On a un conseil présidentiel avec seulement une femme qui n'a pas le droit de vote. On a un gouvernement qui ne respecte pas le minimum quota de 30%.
Je peux prendre d'autres exemples. Par exemple, ils viennent de monter une commission pour la réforme du code pénal avec 9 membres, seulement une femme et un prêtre. Et on sait que quand on parle de droits de femmes, donc on parle de sujets brûlants comme des questions d'avortement, de violences sexuelles, de prostitution, d'accès aux droits sexuels et reproductifs. On sait ce que c'est d'avoir des membres, tu vois, d'institution religieuse. Donc, une commission de 9 membres avec seulement une femme, donc non-respect flagrant du quota et un prêtre. Et voilà, et à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la représentation ou que ce soit au niveau de la prise en compte des priorités, la prise en compte de ce dont les femmes ont besoin dans l'action et dans la vision de ce gouvernement, aujourd'hui, c'est beaucoup d'inquiétude. Même la vision de la question de l'insécurité, de mettre des actions en marche contre l'insécurité, quand tu as une force internationale qui vient du Kenya, avec les expériences qu'on a eues avec d'autres forces internationales, où on a eu des abus sexuels, on a eu des violences sexuelles, quand on a aujourd'hui un protocole qui est signé entre les deux pays qui te dit qu'il n'y a aucun mécanisme pour que les personnes travaillant pour cette femme, pour cette force puissent être redevables. Voilà, accountability, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen, voilà, de les poursuivre, de les sanctionner. C'est beaucoup d'inquiétude. Comment vous allez prendre en compte dans cette résolution de la question de l'insécurité, comment elle impacte les femmes, les violences sexuelles dans les communautés, etc. Donc voilà, on a dû, en tant qu'organisation féministe, se mettre ensemble et d'autres organisations de droits humains se mettre ensemble, mettre en place un cadre politique pour proposer au gouvernement de transition pour dire voilà, pendant cette transition, voilà ce qu'on veut voir, voilà les priorités. Voilà ce que vous devez faire. Et ce cadre politique a été endossé par plus de 130 organisations partout dans le monde, dont beaucoup d'organisations venant du continent africain, venant de l'Afrique de l'Ouest, du centre, qui ont endossé le document. Donc, plus de 130, et ça continue à augmenter, qui ont endossé ce document pour dire, voilà, des organisations féministes, haïtiennes, des organisations de droits humains, organisations haïtiennes supportées par des centaines d'organisations venant d'autres pays, endossent ce cadre politique, ce policy framework pour dire à ce gouvernement de transition pendant les 2 années, voilà ce qu'on peut voir. Et la première inquiétude, c'est le manque flagrant de représentativité et de prise en compte des priorités des femmes dans la vision de ce gouvernement de transition. Voilà où on en est en Haïti. Et puis on tourne le regard sur le Sénégal. Docteur Babou, on tourne le regard sur le Sénégal et on se dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Yes. Il y a quelque chose qui se passe et qui ressemble à ce qu'on est en train de vivre. Effectivement. Vous avez un nouveau gouvernement et le manque flagrant d'espace de représentation des femmes dans cette gouvernance. Moi, je viens de parler d'Haïti. Comment ça se passe chez toi? Peux-tu nous donner une idée? Je sais que il y a quelques mois, vous avez eu ce nouveau gouvernement légitime. Contrairement à nous, c'est un gouvernement de transition, mais vous, c'était les élections. Donc voilà, tout ce qui s'est passé et comment aujourd'hui vous vous retrouvez dans cet espace de pouvoir politique au Sénégal. C'est quoi ton regard en tant que féministe sur ce qui se passe à ce niveau au Sénégal? Wow. En fait, avant de vous revenir au Sénégal, c'est tellement triste à chaque fois parce que, tu vois, on va parler des droits humains des populations hommes-femmes, on va parler de la question de la sécurité des populations, encore une fois, hommes-femmes, quels que soient les âges. Et il y a quand même, à travers les âges et à travers les contextes, ce mantra qui nous revient souvent. C'est-à-dire qu'en période de crise, oui, mais il y a plus urgent que les droits des femmes. Absolument. On s'attend à ce que les femmes... C'est jamais la priorité. D'accord? Après, en période de transition ou après les crises, c'est toujours oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Tu vois, nous, ce qu'on veut, c'est un gouvernement qui travaille la question de la représentation. Et ça, on l'entend en fait partout. Et c'est encore pire en période de crise parce que tu vois ce que tu viens de me décrire sur tout ce qui est violence sexuelle sexiste que les zones en crise sont en train de vivre, bah, ça va être la même chose en Haïti qu'en République démocratique du Congo, par exemple. Hier, je lisais un document où on faisait état de centaines d'enfants nés, pas cette fois-ci des criminels de guerre, mais des casques bleus carrément.
C'est-à-dire que les personnes qu'on envoie, hommes, qu'on envoie sur les zones de crise, en profitent encore une fois pour augmenter à la peine des femmes. Et ça, c'est des questions qui ne sont pas assez adressées. Et c'est encore pire quand cela vient d'autorités qui sont censées justement défendre les droits fondamentaux, c'est-à-dire les Nations Unies. Qu'est-ce que les Nations Unies aujourd'hui font par rapport à ce manque flagrant de leur équipe qu'ils envoient sur le terrain, tu vois? Et je pense que la dernière fois, à l'université d'été, Oui, on a parlé des expériences avec la MINUSTA en Haïti, c'était des casques bleus, et voilà, aujourd'hui encore, des organisations féministes se battent à côté des survivantes pour avoir, pour avoir réparation et justice de femmes qui ont vécu des abus, des violences, mais aussi des femmes qui ont laissé, comme tu le dis, avec des enfants à leur seule charge, parce que voilà, ils sont repartis, et puis toute la responsabilité et toute la peine, la charge se retrouve sur des femmes qui étaient déjà extrêmement précarisées. Effectivement. Et donc, du coup, si après on revient dans le contexte sénégalais, on sort vraiment d'une période assez longue de crise et de tension. C'est-à-dire que pendant longtemps, on était quand même ballotté entre deux partis, l'un au pouvoir et l'autre qui justement prétendait au poste de président. Et ce qui en est ressorti, c'est que certainement vous avez dû suivre avec nous, il y a eu beaucoup d'émeutes, il y a eu des cas des personnes tuées en direct parfois à la télévision. Il y a eu beaucoup de répression. Et pendant cette période-là, tout le monde était en danger. Et nous, en tant que féministes, on était pris entre deux feux. Parce que si on n'était absolument pas d'accord avec la manière dont notre démocratie était en train d'être malmenée, il y avait quand même une survivante qui avait été prise au milieu de ce feu. Et en tant que féministe, on essaie d'abord d'être du côté des survivantes parce qu'on sait que ça va être des personnes qui ne vont être soutenues par personne, mais et au contraire, qui vont être beaucoup plus stigmatisées, beaucoup plus marginalisées dans des situations de crise. Et c'est exactement ce à quoi on a assisté pendant cette période de crise-là. Et on avait fait un communiqué qu'on avait titré Le corps des femmes, cette arme politique, où justement c'était une manière pour nous d'adresser nos préoccupations autant au gouvernement qui était encore là, le précédent, pour lui dire justement, lâchez le pouvoir. Lâchez le pouvoir, ne nous mettez pas plus en danger que cela. Et où on s'adressait aussi à la justice sénégalaise pour qu'elle fasse son travail malgré le magma ou cet imbroglio qui semblait s'être installé et qui faisait donc du coup qu'on en oubliait que quelque part, il y a quand même une survivante, il y a quand même une personne qui a droit à la justice ballottée au milieu de ce capharnaüm, de ce mélange. Et donc, du coup, là, c'était vraiment la période avant. Et ce qui aussi était intéressant pendant toute cette période-là, c'est que les gens ont compté, dénombré tout ce qui était personnes touchées par les manifestations, c'est-à-dire les personnes tuées, etc. Mais à un moment, on a fait état des femmes qui ont eu à subir des violences sexuelles et sexistes. Donc là également, il a fallu que on se dise, attendez, à tel lieu, on a eu écho qu'il y a eu des personnes violentées, des femmes qui ont eu à subir des violences sexuelles et sexistes, et pour que les médias commencent à se dire, ah oui, c'est vrai, les femmes aussi sont touchées, et qu'au niveau international aussi, les gens commencent à en parler. Et voilà comment est-ce qu'on est invisibilisé de bout en bout. Après, les gens se disent, ouf, on a eu droit à des élections démocratiques. Les Sénégalais et Sénégalais sont sortis voter. Et un nouveau gouvernement est arrivé. Un gouvernement qui lui-même se prétend un gouvernement inclusif, parce que notre nouveau président adore ce mot-là. Et aussi un gouvernement de rupture. Donc, ils se font appeler carrément gouvernement de rupture. Mais rupture pour quoi et rupture pour qui? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ok, l'État est là, ils sortent la liste de leurs ministres. Qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas 20% de femmes ministres. Et ça continue, les nominations continuent.
Là, on en est à 300 nominations, que ce soit des postes ministériels ou de direction, et on a encore moins de 20%. Ça veut dire que cet État-là, en termes de rupture, est en train de faire moins que ses prédécesseurs. Et aujourd'hui, en tant que femme, quand tu sors parler de cette question de représentation, encore une fois, bah, c'est pas le moment. On vient de sortir d'une crise. Il nous faut des personnes compétentes. Tu vois la carte de la compétence qu'on sort à chaque fois qu'il s'agit de la prise de parole des femmes sur le droit de la représentation. Et c'est pour ça que ça, c'est une petite parenthèse que je fais. J'ai été hyper contente que, encore une fois, lors de nos concours généraux qu'on fait au Sénégal chaque année, bah, le président était entouré presque que de filles. Tu vois? Oui, absolument. Pour parler Et c'est des choses qu'il voit toutes les années, mais ça ne fait pas tic dans le tête quand il nous balance cette question de la compétence. Et ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'au Sénégal aujourd'hui... Donc, on se retrouve aujourd'hui pratiquement avec 300 presque nominations et moins de 20%. 20% de femmes. Moins de 20% de femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on mettait l'ensemble du gouvernement et de ses directeurs dans une place, il faudrait vraiment partir à la pêche des femmes pour en trouver dans cette masse d'hommes. Et je pense que votre gouvernement, vous avez 30 personnes et seulement 4 femmes. C'est ça, pour les ministres. 30 postes ministériels, et 4 femmes. De cabinet. Tu vois? C'est-à-dire que là, on est carrément en train d'effacer les femmes de l'espace public. Et pire, quand on en arrive à nous dire, OK, on avait eu un ministère du genre, de la femme et autres, et qui, ça avait vraiment commencé avant ce gouvernement-là, c'est-à-dire que l'intitulé genre avait été effacé de notre ministère de tutelle, parce qu'il y a quand même au Sénégal, et c'est un peu pareil dans le contexte régional, on a quand même une avancée des mouvements anti-droit qui font exprès de faire l'amalgame sur les termes genre pour mettre des contenus et un agenda je ne sais pas, sorti de leur imaginaire, et qui fait pression aujourd'hui sur toutes les personnes, toutes les sociétés, toutes les organisations qui travaillent sur les questions de genre, et c'est fait de manière exprès, et c'est fait sciemment. Et donc, du coup, on a eu, dans un premier temps, une disparition du terme genre de notre ministère. Là, on revient à une nomination des années 80, c'est-à-dire ministère de la Famille et des Solidarités. Et donc, avant, le nom du ministère, c'était ministère de la Femmes, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance. OK, donc quand ce gouvernement est arrivé... Ils ont enlevé femmes, ils ont mis ministère de la Famille et des Solidarités. Donc en fait, le mot femme a été... effacé. Comme ils sont en train d'effacer les femmes de l'espace public. De l'espace et des espaces de prise de décision surtout. C'est important de le... Alors, je sais aussi que vous aviez un ministère qui était le ministère du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité. Et là aussi... Et on a supprimé ce ministère. C'est-à-dire, en fait, les mots femmes équité. Et équité ont complètement disparu des appellations des institutions étatiques. Exactement. Et pendant que le président, pendant que le président encore continue à utiliser le terme inclusif à tout bout de champ. À tout bout de champ. C'est quoi l'inclusivité pour lui aujourd'hui? Il faudrait peut-être qu'un jour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il entend lui par inclusivité quand il en parle. Donc, au centre de ça, il y a le prétexte, ça revient partout, c'est pas seulement au Sénégal, le prétexte de la compétence, alors que il y a des femmes. Si on se basait sur la compétence pour évaluer la gouvernance des hommes, il y aurait pas de gouvernement. C'est exactement ça, parce qu'ils dirigent depuis les indépendances. Et on voit ce que ça donne. Mais en plus de ça, c'est que en fait, il n'y a pas de carence de compétences quand on regarde des femmes qui peuvent être représentées au niveau des espaces de gouvernance, en fait. Effectivement, et j'ai l'habitude de le dire, je pense que je ne sais même plus avec quel journaliste j'ai discuté de ça, quand ce monsieur-là m'avait rétoqué la carte de la compétence, je lui dis, bien en fait, il nous faut obligatoirement étendre cette loi parce qu'on a une loi parité, mais c'est surtout sur les postes électifs. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'au Sénégal, aujourd'hui, le Sénégal fait figure de champion en ce qui concerne la représentation. Et ça dit quoi, cette loi de la parité, quand tu dis sur les postes électifs? En fait, comme si je prends l'exemple concret de l'Assemblée nationale, ils sont obligés de faire une assemblée paritaire.
OK. On doit avoir le même si, voilà, on Donc n'en est aujourd'hui, pas tu as un encore à parlement 50, paritaire. presque paritaire. Presque On est paritaire. presque paritaire. On n'est OK. pas loin des 50-50 au niveau Donc ça, c'est obligé. Ça, c'est de la loi. obligé. Parce que nous, en Haïti, par exemple, on a le quota. Ça veut dire que dans ces espaces-là, il faut avoir un minimum de quota de 30%. OK. C'est la loi. Mais l'application de la loi, parce que je viens de te le dire, par exemple, quand tu regardes le nouveau conseil présidentiel, quand tu regardes cette commission, alors qu'il devrait avoir l'obligation d'avoir un minimum, et c'est toujours important de mettre le minimum quota de 30% dans ces espaces-là. OK. Donc, voilà quoi. OK. Non, c'est... Nous, à notre dernier parlement, on avait littéralement 4 femmes. OK. Sur plus d'une centaine, voilà. Donc, c'était vraiment très, très loin de la vision de l'équité, de parité qu'on pourrait avoir. Et ça va être la même chose partout. C'est-à-dire que si on n'oblige pas nos dirigeants à avoir ces règlements, ces lois-là pour nous assurer de la représentation des femmes, bah, ils vont continuer à former leur boys club et à encore mettre en avant la carte de la compétence. Quand on regarde, par exemple, que chez vous, le viol était un délit jusqu'en 2020, quand on regarde chez vous la question du code de la famille, les femmes, par exemple, elles n'ont pas le droit à la recherche de la paternité. Et sur les questions aussi d'avortement. Ouais. Comme pour nous en Haïti, l'avortement chez nous, il est complètement criminalisé. Voilà, c'est sous peine de prison et tout. Et ça n'empêche pas, bien entendu, partout dans le monde, aux femmes d'avorter. Chez nous en Haïti, les femmes avortent. Et malheureusement, donc, elles avortent dans des conditions qui les mettent en danger. Et ça devient la 3e cause de mortalité maternelle des femmes en Haïti. Donc, c'est même... en fait, ils essaient de mettre la question de l'avortement sous un chapeau moral, alors que c'est un chapeau de sécurité, de santé publique et de vie ou de mort pour les femmes. Donc, aujourd'hui, sur ces différents sujets, féminicide, droit de la famille, avortement, en tant que féministe, où en êtes-vous? OK. Il y a plusieurs choses à la fois. Alors, c'est vrai qu'on a une loi sur le viol depuis 2020-2021. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de requalification des faits au moment des jugements. Ce qui va aussi se passer, c'est que on est quand même en plein dans une culture du viol qui fait que même si aujourd'hui certaines survivantes osent aller dans les boutiques de droit, elles ne vont pas aller jusqu'au bout de la procédure. Et l'autre chose aussi, c'est la question de la prise en charge holistique de ces survivantes-là. Parce que je vais donner l'exemple concret de Kafountine. Kafountine, c'est une zone au niveau du sud du Sénégal, en Casamance, où depuis le mois de février, des femmes se font violemment agresser dans leur chambre, en pleine nuit ou quelquefois, quelques rares fois en journée. Et le trigger warning, je vais un peu dire des propos au truc, et dont la dernière a été sauvagement assassinée, tuée. Mais il faut voir la description des faits par les témoins pour comprendre que c'était carrément des crimes de haine en fait. C'est-à-dire que les personnes, c'était carrément du registre des féminicides. La personne, elle était enceinte de 3 mois, sur les infos que nous avons eues, mais elle a été sauvagement poignardée à des zones où on sait carrément que on t'attaque dans ces zones-là pour te tuer, c'est pas juste pour te faire mal. Donc je suis désolée, je fais du trigger. Est-ce que tu vois? Et pendant un bon moment, les femmes de Kafountine et certains hommes se sont mobilisés pour dire oui, mais Kafountine est devenue dangereuse ou encore plus dangereuse pour sa population féminine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et il a fallu que les femmes de Kafountine se mobilisent parce que nous, en tant que réseau des féministes du Sénégal, mais également le collectif féministe du Sénégal, quand on a eu écho de l'information, on s'est mobilisé à Dakar, on a fait des spaces sur Twitter, on a convoqué des gens, ils ont fait des communiqués, on a relayé pour mettre la lumière justement sur ce qui se passe à Kafountine. Et au bout de 2 ou 3 jours, on lui dit ok, la gendarmerie aurait arrêté un suspect. Ok, c'est très bien, mais
c'était pas la seule demande des femmes de Kafountine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes de Kafountine vivent dans la peur. Absolument. Et c'est des zones où, en termes de sécurité, les maisons ne peuvent pas être aussi isolées que ça. Donc, tu es à la limite exposé. À la limite, tu es exposé. Et jusqu'à présent, sur certaines demandes, c'est-à-dire la prise en charge holistique, parce qu'il y a une femme qui a une maison d'accueil au niveau du sud, les maisons d'accueil sont très rares dans le sud, il doit y en avoir 2 ou 3 maximum, qui disait que elle, au-delà d'appréhender le criminel, il faut aussi assurer la sécurité de la population de manière idoine, pérenne, et aussi prendre en charge les victimes. Parce que elle, en tant que maison de prise en charge de ces femmes-là, entre la prise en charge psychologique qui coûte extrêmement cher, et pour les cas de blessures physiques graves où il faut évacuer à Dakar pour une meilleure prise en charge, leur enveloppe se retrouve vide. Absolument, elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas du tout les moyens. Et là, c'est un plaidoyer qu'elles sont en train de faire. Et pour le moment, il n'y a ni les ministères de tutelle de la femme, ni le président qui a priorité. Non, donc c'est pas une priorité. Donc les ressources ne sont même pas mobilisées correctement pour répondre à ces... Et ça, c'est juste pour parler des cas de viol. Si on revient sur les cas d'avortement, tu disais 3e position, mais c'est dans le monde entier, en tout cas dans les pays où l'avortement est criminalisé, on est toujours dans le top 5 des décès maternels pour l'avortement. Le Sénégal, top 5. En fait, pour le Sénégal, les complications reçues au niveau des services de gynéco, les avortements arrivent en 5e position. Dans le monde? Non, au Sénégal. Au Sénégal. Au Sénégal. On arrive à la 5e position sur les dernières données que j'avais. Et dans le monde, c'est toujours dans le top 5. C'est-à-dire que dans certains pays, ça va être 2e place, 3e place, 4e place, 5e place. Mais à chaque fois, les avortements qui conduisent au décès des femmes, c'est toujours dans le top 5. Le Sénégal est toujours dans le top 5. Le Sénégal. Et jusqu'à présent, c'est complètement criminalisé. Au Sénégal, c'est criminalisé. On n'autorise l'avortement que quand la vie de la mère est en danger. Et même là, ton médecin de prise en charge doit en référer à des juges qui vont demander l'expertise de 2 autres médecins. Donc, imagine la paperasse administrative pour qu'on te dise, ah oui, finalement, c'est vrai que ta vie est en danger. Tu peux avoir droit. Et là, là aussi, la question qui va venir se poser, c'est qu'est-ce qu'on appelle vie en danger? Est-ce que c'est danger physique? Est-ce que c'est danger moral? Oui, oui, absolument. C'est la santé mentale, c'est parce que tout ça, c'est à prendre en charge. Mais j'ai compris qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui étaient emprisonnées pour des avortements. Ouais, les avortements et les infanticides sont à la 3e place. Oui, je pense que, oui, on a dit à peu près 1/4 des femmes qui sont emprisonnées au Sénégal sont emprisonnées pour des avortements et des infanticides. C'est ça, c'est exactement ça. C'est énorme. C'est beaucoup, et il y a toujours cette, comment dire, il y a toujours cette charge des infanticides qui ne reposent que sur le dos des femmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher loin du pourquoi est-ce que celle-ci en arrive à prendre cette décision-là. Est-ce qu'il y a un projet de loi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça bouge pour le moment ou bien? Avec Macky, il y a la task force. La task force, c'est vraiment une grande entité où on a plusieurs spécialistes, des juristes, des médecins, etc., qui sont en train de travailler pour au moins le respect du protocole de Maputo, c'est-à-dire... Oui, parle un peu du... Je suis sûre que beaucoup de personnes qui vont regarder ne savent pas ce que c'est que le protocole de Maputo. Alors, le protocole de Maputo, c'est un protocole qui vise vraiment les droits humains des femmes de manière globale en Afrique. Et dans ce protocole de Maputo-là, il y a quelques articles qui vont poser problème selon le pays où tu vas trouver. Par exemple, dans les pays arabes, ça va surtout être l'âge du mariage qui va poser problème. Dans des pays comme le Sénégal, ça va être l'âge du mariage, mais également l'avortement en cas d'inceste, de viol ou quand la santé mentale de la femme est aussi en danger. Mais pour ces 3 raisons-là, c'est-à-dire que la victime ait été victime de viol ou d'inceste, on essaie de pousser pour que justement on ait le Sénégal a ratifié
Le Sénégal a ratifié. Et le Sénégal a ratifié entre sans tout ce qu'on restriction. ratifie, tout ce qu'on signe, Non, c'est etc. ça, en fait. Est-ce qu'on met en application? Et le Il y a souvent un monde de différence. Non, mais et le pire, c'est que tu vois, dans certains pays, par exemple, avant de ratifier, ils ont donné des restrictions, ils sont allés revenus. On a Mais le juste Sénégal, ratifié. non, on a juste ratifié. Juste ratifié. Et là, aujourd'hui, pour mettre en application, ils refusent. Maintenant, le pire, c'est quoi? C'est qu'on est dans un pays où tout le monde sait que l'avortement, c'est une question de classe. Bien sûr. Tu as les moyens, tu as les informations, tu sais où aller. Et tu sais que ça va être clandestin, mais pas dangereux. Est-ce que tu vois un peu? Oui, absolument. Encore la question de l'intersectionnalité de est-ce que je suis une femme pauvre qui ne peut pas avoir accès à ça de manière sécurisée, Exactement. ou bien j'ai une femme qui a les moyens, qui peut aller juste chez son gynécologue et puis tu Ou vois, même dans voyager des fois. dans le dossier, ça va être quelque chose de différent, mais on sait au moins, c'est comme tu dis, c'est clandestin, mais c'est pas dangereux. Et l'autre chose aussi, c'est une petite interpellation que je vais faire parce que tu vois, au niveau du Sénégal, ok, l'avortement n'est pas permis, même en cas de viol ou d'inceste, mais quand même, on sait, Il faut dire ça, même en cas de viol même en et cas de viol, d'inceste. c'est-à-dire que même en cas de viol ou C'est la d'inceste, même chose en Haïti, même en cas de viol et d'inceste. et dans beaucoup de pays, même en cas de viol ou d'inceste, on veut t'obliger à garder cet enfant-là. On ne se demande pas, toi, qu'est-ce que tu veux? Parce que l'idée Toi, aussi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu peux? qu'est-ce- Parce que non, c'est juste incroyable. Et maintenant, il y a aussi plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'au Sénégal, par exemple, il y a ce qu'on appelle les soins après avortement. On sait, je disais tantôt que les complications les plus fréquemment retrouvées dans les services de gynéco, c'est les suites d'avortement. On va juste présumer que c'est des avortements, on ne sait pas la raison de l'avortement. Et donc, comme on sait que c'est des causes de décès maternel très élevées, le gouvernement et le ministère de la Santé notamment a mis en place quand même une prise en charge de ces avortements, a mis en place ce qu'on appelle un SAA, les soins après avortement. Et donc ça, c'est un peu pour réduire la mortalité maternelle, qui est un des enjeux du Sénégal pour lesquels, par exemple, d'ici 2030, on doit aller à 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et pour le moment, on était, jusqu'au dernier EDS, on était à 236. Il y a un autre EDS qui est sorti, il faut que je vérifie. Donc, pour arriver à ces 70-là, décès, il faut quand même qu'on prenne aussi en charge la question des avortements, même si pour le moment, la loi ne l'autorise pas. Mais ce qui va se faire, c'est que certains prestataires de soins vont réussir quand même à dénoncer des femmes qui viennent pour ces soins après avortement là. Donc il y a quand même un paradoxe entre oui, les soins sont offerts et après dénoncer les femmes. Absolument. Donc ce que ça va juste pousser à ce que les femmes ne vont plus aller dans les services de soins et vont continuer à prendre les décisions qu'elles jugent pertinentes pour elles au risque de leur vie parce que l'absence de loi ne veut pas dire l'absence d'avortement au Sénégal. Il y en a, comme je le disais, c'est une question de classe. Et ce sont les moins informés et les plus démunis qui continuent à en décéder ou à en vivre des complications graves. OK. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal? Qu'est-ce que les féministes font aujourd'hui au Sénégal? C'est quoi demain matin quand tu te réveilles comme féministe, sur quoi tu te bats? Est-ce qu'il y a un dialogue avec ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en marche? Qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'on est toujours sur le champ de bataille, on est toujours en avant des luttes, on est toujours au quotidien obligé, tu vois, d'être sur le qui-vive pour nos acquis, pour les luttes déjà gagnées qui peuvent nous être, les acquis qui peuvent nous être repris, ce qu'on vit un petit peu un recul, etc. Une féministe sénégalaise aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son premier combat? C'est quoi les canaux de communication avec les personnes qui décident au niveau politique? C'est quoi l'agenda? C'est quoi le next step? C'est quoi qui est dans votre tête quand vous couchez le soir et quand vous vous réveillez le matin? C'est quoi qui est dans la tête là? C'est quoi qui est dans votre tête? On a déjà très peur. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on a déjà très peur parce que... Et ça se comprend. Parce qu'on est quand même dans un contexte sous-régional où les mouvements anti-droits sont très financés, maîtrisent les canaux de communication et le Sénégal ne fait pas défaut. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on a un gouvernement qui, clairement, n'est pas là pour les femmes. Et ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. On ne peut pas
ignorer ces premiers pions sur l'échiquier qu'ils ont déjà poussé. La non-représentation et le fait d'enlever carrément le mot femme, comme si comme si la femme ne pouvait être vue, perçue, entendue que dans le cadre de la famille. Ça, c'est des mouvements et des actions fortes que ce gouvernement-là a posées. Et que nous devons prendre pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, c'est pas les minimiser ou bien faire comme si c'est pas important. Et malheureusement, il lance un signal clair. Il lance un signal très clair. Et donc, du coup, aujourd'hui, en tant que féministe au Sénégal, on sait qu'on doit être au... comment déjà, quand tu dois faire attention tout le temps, il y a un mot pour ça, ça va revenir peut-être d'ici tout à l'heure, mais on sait que, et c'est là où le danger se trouve, c'est-à-dire qu'en tant que féministe, on ne doit pas accepter d'être muselé. Est-ce que tu vois? Et c'est l'instant pour nous, c'est vraiment un des enjeux majeurs, c'est comment être assez stratégique pour nous protéger les unes les autres, mais aussi pour ne pas nous laisser museler. Il n'est pas conscient. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes plus en danger aujourd'hui? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça on est. Sauf qu'il y a Aoufal, Aoufal Diop, qui disait que il y a rien qui n'a jamais été déjà fait en termes de menaces sur les femmes. Rien, en fait. On n'invente rien. C'est juste que voilà, c'est nous qui le vivons actuellement et qui avons cette impression-là. Mais il n'y a rien que le patriarcat n'a déjà essayé sur les femmes. Et donc l'idée aussi, c'est de ne pas tomber dans la paranoïa, mais aussi de nous dire ok, c'est le moment quand même d'être stratégique. C'est le moment de travailler ensemble, c'est le moment de faire des propositions politiques claires sur tous les aspects de l'espace public et politique de ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui vont aller au-delà des violences sexuelles sexistes. Ça va être tout ce qui est en rapport avec l'environnement, l'impact, le changement climatique et l'impact qu'elle va avoir sur les femmes. Ça va être la question du pétrole et du gaz, sur laquelle peut-être les féministes ne se prononcent pas, mais qui va bien sûr impacter le climat, les questions Est-ce que tu vois? Donc il y a plein de trucs. Il y a sur les questions du numérique et de la digitalisation. Il y a plein de choses sur lesquelles il va nous falloir être un peu plus regardant et un peu plus vocable pour qu'ils sachent qu'ils vont devoir compter avec nous et qu'on ne va pas se laisser faire, qu'on les suit de près. De Haïti au Sénégal, au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire, tous ces pays, que ce soit des pays qui étaient à l'université d'été féministe, que ce soit ces pays qui connectent, tu as parlé du Congo, RDC, tu vois, donc ce serait quoi, vu vos expériences en tant que féministe sénégalaise, vu vos luttes, vos victoires en tant que féministe sénégalaise, vos défaites, vos peurs, vos expériences, vos vécus, ce serait quoi pour toi le message commun à adresser à des femmes noires, africaines ou de la diaspora africaine comme moi qui vient d'Haïti, aujourd'hui avec des contextes qui se ressemblent et qui ont beaucoup de différences en même temps, mais nos luttes, elles ne changent pas, quoi. Ouais. Les luttes pour nos corps, pour nos droits, pour nos vies, pour notre survie, ce serait quoi pour toi le message qui nous rassemblerait aujourd'hui tout en gardant nos identités propres, nos contextes propres, nos réalités propres? Ce serait quoi pour toi en tant que femme noire, africaine et afrodescendante et de la diaspora africaine? En fait, des fois, c'est très énergivore de se dire que, en fait, on est juste en train de se battre pour notre humanité. Tout court. Non, je ne sais pas si les gens en face de nous, que ce soit les hommes ou certaines femmes pro-patriarcat, je ne sais pas si elles se rendent compte de ce qui se passe en fait. On se bat juste pour notre humanité de femmes, notre humanité de personnes en situation de handicap, notre humanité de personnes jeunes dans des sociétés où on va faire des rapports de domination avec la classe, avec l'âge, avec tout ce que tu veux. Et autant c'est énergivore, autant tu vas dans des espaces comme l'université des féministes, on sait quand même qu'on est en train de construire quelque chose
d'immensément plus fort et plus grand que nous. Et en cela, c'est des messages positifs. C'est-à-dire que moi, désormais, je sais que si je devais aller en Haïti, j'ai déjà une sœur. J'ai une sœur avec qui j'ai des liens qui vont aller au-delà des liens de sang. On a des principes, on a des principes, on a des combats en commun. On a des choses qui devaient nous rassembler plus que nous diviser. Et dans ce système patriarcal, il faut tout le temps re-questionner les racines même de ces inégalités de genre. Je pense que c'est hyper important de nous retrouver. Hier, je pense que c'est hier où je faisais un clin d'œil à Warha, où je lui disais, est-ce que tu as vu celui-ci? Parce que c'était une citation de Bell Hooks qui revenait sur les principes de la sororité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en tant que femme noire, afro-péenne, afro-américaine, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique mère, il nous faut garder, nouer ces contacts-là et nous nourrir les unes des autres de ce que nous faisons et fêter nos victoires. Il faut qu'on les fête, sinon le patriarcat va nous faire dépérir, va nous faire des dépressions et à chaque fois qu'on va avoir une militante qui va dépérir ou qui va faire une dépression, c'est une soldate en moins. Donc il faut vraiment qu'on mette du positif dans nos rapports. Moi, c'est vraiment le message que j'aimerais donner. Qu'on mette du positif dans nos rapports. Qu'on mette du positif dans nos rapports. En parlant de rapports, en parlant de sororité, en parlant de mettre du positif dans nos rapports, ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, c'est un résultat de ça. C'est, j'ai appelé Waha, j'ai dit, je vais faire ce podcast. Elle est géniale, Elle me dit, non, viens faire au studio et tout. Donc voilà, le podcast que vous regardez aujourd'hui, c'est avec le support de Waha TV. Yes. Donc allez sur Instagram, allez sur YouTube, allez découvrir le travail extraordinaire que cette équipe fait en tant que féministe, en tant que média féministe. Allez découvrir le réseau des féministes du Sénégal pour aller regarder le travail que ce réseau fait. Allez chercher Jigen Sénégal, allez chercher le collectif des féministes du Sénégal. Et vous savez que cet espace, c'est pour vous éduquer aussi. Donc, on a parlé du protocole de Maputo. Montez sur votre Google là. Tapez protocole de Maputo. Allez vous éduquer. Allez chercher le cadre politique efficace et équitable que plus de 130 organisations ont signé pour supporter les féministes haïtiennes. Allez rechercher les images et tout ce qu'on a posté sur l'université féministe d'été de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Allez regarder le travail, allez comprendre. On sait que il faut faire le travail pour vous. On fait le boulot, donc on fait ce podcast. Donc vous faites votre boulot à votre tour parce que à la fin de la journée, comme tu dis, c'est juste une question d'humanité en fait. Et tout le monde a son rôle à jouer. Donc je remercie vraiment Waha qui est là juste à côté. Même si vous ne la voyez pas, elle est là. Je remercie Amandine. Allô, Amandine, qui est là, que vous ne voyez pas. Merci, voilà, au technicien, j'ai oublié le nom. C'est quoi le nom? Ahmed. Ahmed qui est là derrière avec ses petits boutons et qui permet aussi, qui contribue à ce podcast. Merci à toute l'équipe de Neges Marron. Merci, Dr. Bab. Merci, Pascal. Merci à Tara qui m'a dit non. Je te dis, c'est elle qui doit faire. Merci, Tara, je t'embrasse très fort et merci à toute l'équipe de l'Université féministe d'été de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui m'ont invité à cette initiative. C'est vraiment un honneur, un espace. J'avais besoin de ça pour attaquer la deuxième partie de l'année. Là, je suis bloquée, je suis gonflée à bloc. Voilà, donc j'espère qu'on se revoit bientôt au Sénégal, mais sinon, on vous attend aussi en Haïti. On va faire des petites mises en place là, tu vois. On va aller en Haïti. On va faire ce qu'on a à faire, mais sinon, voilà, quand je me retrouve dans des espaces avec des groupes féministes comme ça, des organisations féministes comme ça, moi, j'apprends tellement. Merci pour tout. Donc voilà, c'était directement du Sénégal. À très bientôt pour le prochain podcast de Neges Marron. À l'assaut, prenez soin de vous et voilà, faites votre part, quoi. Et puis la lutte continue. Bye tout le monde.
besoin berger, moi pas mouton, moi c'est du feu, moi c'est soleil, moi c'est vent, moi c'est éclairs qui j'en pour faire gagner moi, depuis 21 ans ça choba j'en la game moi c'est du feu, moi c'est soleil, moi c'est vent.